Salut les enfants, ça y est, papa est rentré. Jordan, tu arrêtes tout de suite de manger les crottes de nez de ta sœur. J'ai dit tu arrêtes, tout de suite. Mais... Oh putain, ça va chier. Muriel Muriel, viens ici. Fouline rouge, j'en peux plus, il est infernal. Comment ça t'a égaré le fouet? Eh ben, tu fais couler de la cire dans ses yeux. Putain, mais dès que je suis pas là, c'est Rodez ici, hein. Aujourd'hui, nouveau chapitre de cette deuxième partie du programme pour savoir comment analyser un film. Quels sont les outils qui nous permettent cette étude? Quels éléments avons-nous à notre disposition pour une telle entreprise? Générique des familles. On a tous déjà entendu les explications d'un intellectuel sur France 3 qui, au-delà de réussir l'exploit d'avoir sur les épaules de sa veste en velours côtelé une constellation de pellicules alors qu'il est entièrement chauve, sait expliquer les intentions d'un réalisateur à travers une séquence entière d'un film, comme le feraient également ses confrères puceaux dans la littérature ou la peinture. Mais alors comment font-ils, me demandait mon excellent ami, le célèbre drag queen Timothée Chalamet. Et sommes-nous obligés de leur ressembler pour être aussi vifs d'esprit? Hélas oui, Timothée. Pour bien analyser un film, en plus d'avoir une hygiène déplorable, on peut se baser sur 3 outils. Son scénario, sa mise en scène, le contexte de sa production. D'abord, le scénario. Si en regardant une séquence on se focalise uniquement sur l'action et ou les dialogues du film, on peut en effet facilement comprendre tous les enjeux de celui-ci qui ont été inscrits directement dans le script. Et pour s'aider dans cette tâche, on peut se poser de simples questions, ce que ne font apparemment jamais ces serpillères à foutre des lecteurs français avant de voter. Des questions purement axées sur le scénario, telles que de quoi parle ce film? A-t-il un message? Un point de vue particulier? Pourquoi le scénariste a-t-il écrit cette séquence? Qu'apporte-t-elle à l'histoire globale? Que permet-elle d'apprendre? Comment pourrait-on la résumer? Pourquoi Richard Berry joue-t-il si mal? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce parce que c'est mentionné dans le script? Ou parce qu'il n'est en vérité bon qu'à jouer dans des publicités pour du yaourt au poulet destiné au marché espagnol? Ça vous étonne? Des questions dont les réponses vous permettront de comprendre les intentions du scénariste, son travail et la qualité de celui-ci. La mise en scène. Si vous vous demandez en quoi celle-ci permet de comprendre les intentions d'un réalisateur, alors c'est que vous êtes sacrément teubé parce que, de toute évidence, la réponse est dans la question. Même pour un pimpin, tout ça éclaire comme de l'eau de roche. Ouais, c'est pas faux. En fait, ce qu'il faut vous demander cette fois-ci, c'est pourquoi a-t-on placé la caméra ici? Était-ce simplement parce que le réalisateur ne voulait pas la placer ailleurs à cause du gros meuble de mamie qui gênait toute l'équipe technique? Ou est-ce au contraire un choix délibéré? Et si oui, que cherchait-il à exprimer? La beauté? L'angoisse? Ou son désir irrépressible de cesser d'être un candole en niquant enfin la fille qu'il convoite ardemment depuis 2 longues années, mais qui le prend pour son esclave châtré, c'est-à-dire son meilleur ami. Attention toutefois, petit bémol, pas sur l'amitié homme-femme, hein, ça c'est vraiment un mythe pour gonzesse, mais sur le découpage. Tous les plans ne méritent pas cette réflexion intense, hein. Certains sont juste là parce qu'ils ne nécessitaient pas une prise de vue ultra osée, ou bien parce que, faute de temps, le réalisateur a choisi de faire un plan plus basique, ou encore parce qu'il a trouvé que ça serait visuellement plus stylé de faire ce plan sans que ça n'ait forcément de signification particulière. Cependant, si l'ensemble d'une scène ou d'un film ne constitue pas un tout cohérent au sein duquel vous vous sentez incapable de saisir les intentions du réal, c'est que vous êtes devant un film aussi fade et sans substance que les leçons de vie de clochard de Roman Frécinet. Attends, c'est super profond, quoi. Non, non, connasse. Ce qui est profond, c'est ta boîte crânienne dans laquelle on est obligé d'envoyer une équipe de spéléologues pour voir si t'as un cerveau. Est-ce que tu crois vraiment que des mecs comme Socrate, Pascal ou Nietzsche trouveraient ce mec intelligent? Est-ce que c'est pas parce que ta mère tapine et qu'elle t'a jamais appris à lire un bouquin que t'en arrives à penser que des ventouses à chiottes comme lui méritent d'être écoutés? Si je veux, j'arrête l'humour, je deviens femme de footballeur. Est-ce que ton film préféré, ce serait pas Twilight par hasard? Est-ce que tu serais pas une de ces pintades surnuméraires qui devraient être interdites de reproduction pour le bien de l'humanité? Tu vois, toi aussi tu ferais bien de te poser des petites questions. Le contexte. Enfin, dernier point, celui qu'on n'avait pas évoqué jusqu'à présent, c'est le contexte de production d'un film. Celui-ci peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment, contexte numéro 1, le producteur à l'origine du film. Trouver les financements a-t-il été compliqué pour lui et pourquoi? A-t-il eu des coupes budgétaires? Qu'est-ce qui l'a motivé à apporter ce film? A-t-il voulu jouer sur un thème de société à la mode? Adapter un livre qui lui semblait plein de potentiel? Donner sa chance à un talent prometteur? Ou cherchait-il juste un prétexte pour passer une nuit d'amour forcé avec Scarlett Johansson? Contexte numéro 2. Le réalisateur, qu'a-t-il réalisé jusqu'à présent? Est-ce lui qui a proposé le scénario? Quels sont ses pronoms? S'identifie-t-il comme un bidet du tiers-monde ou comme un vélociraptor turc? Peut-on trouver une thématique commune à tous ces films, comme par exemple Iñárritu avec La Résurrection ou Moki avec Les Navets? Était-il le premier choix de la production ou le film était-il un vieux serpent de mer remis sur la table tous les 6 mois depuis une décennie qui a changé de réalisateur comme une chouin de partenaire en une soirée?
Contexte numéro 3, la période à laquelle le film s'est fait. Et oui, car en fonction de ça, l'impact n'est pas le même. Tel film peut avoir rencontré un succès qui s'explique par le fait qu'il était tombé au bon moment. Au niveau de la censure également, ça ajoute du charme au film de savoir que Psychose d'Hitchcock était particulièrement sulfureux pour l'époque. Alors que la population pourrie d'aujourd'hui a besoin de regarder des vidéos de poulpes sodomisant une cosplayeuse de Lynn Renault sur Rotten Porn pour espérer une veine demi-molle à peine exploitable. Vous avez aussi des films qui ont été réalisés dans un contexte historique particulier et qui en sont un fruit visible. Par exemple, si un film a été écrit pendant ou juste après une vague de folie ou pour sauver 3 vieillards hédonistes et 2 obèses, toute une population a été forcée de se claquemurer, de servir de cobaye en s'injectant tous les 6 mois des formules miracles trouvées la veille qui ne marchent pas, de répéter des mantrins. Se protéger, c'est protéger les autres, tous vaccinés, tous protégés, tous responsables, ensemble contre la Covid. D'être soudainement terrifié par des postillons, de porter des masques à gaz sur la plage ou en forêt, de ne pas voir ta famille, de se faire percer l'os nasal pour pouvoir aller au resto, d'obéir à des assis couchés debout dans la patte, d'expliquer pourquoi tu vis, de payer des amendes prohibitives si tu joues pas à leur jeu de bouffon fragile. Bah forcément, ça te donne envie de faire des films qui traitent de ce genre de période aussi pénible que surréaliste, ou au contraire te donnent soif d'évasion, de grands espaces pour laisser toutes ces conneries derrière toi. Conclusion. Ce n'est pas forcément vrai à chaque fois, mais partez du principe que rien n'est laissé au hasard dans un film, que celui-ci demande énormément de travail et de préparation pour la moindre scène, donc que tout a été monté ainsi pour une raison. Soyez en quelque sorte parano, ça vous permettra d'affiner votre esprit critique, de ne pas revoter 2 fois pour le même escroc, ou de savoir en l'occurrence ici si tel ou tel film est réussi ou non. Ce merveilleux chapitre, je t'invite à l'aimer, à le partager et à le montrer à ta grand-mère macroniste si tu veux qu'elle fasse un AVC. Quant à moi, je te dis à la prochaine. C'était Pierre Carré, alias Le Prod. Ciao. One, two, 10. Keep the change, you filthy animal.